Bonjour Madame Reine Bombo. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui au sein de Congolese Women Network au sujet dans la semaine politique du mois de la RDC au Canada. Donc, bienvenue. Merci. Bonjour Mireille, merci de me recevoir, très apprécié. Bonjour. Merci beaucoup. Donc, ça sera une petite entrevue pour apprendre à mieux vous connaître. Quel a été votre parcours qui vous a emmené jusqu'à être présidente du conseil de la ville de Longueuil? Quel a été votre parcours qui vous a emmené à faire de la politique ici au Canada? Et quels ont été les facilitateurs dans ce parcours? Quelles ont été les barrières? Quels ont été les obstacles, les défis que vous avez rencontrés? Et puis, essayer de voir un peu avec vous qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme conseils, guidelines à des personnes qui voudraient qui voudraient se lancer en politique ici au Canada. Des personnes essentiellement issues de la diaspora congolaise, mais des personnes immigrantes noires en général. C'est bon? Oui, absolument. Merci. Donc, pour commencer, on aimerait d'abord savoir qui est Madame Reine Bombo. Comment est-ce que vous pouvez vous définir? Je me définis comme quelqu'un de très privilégié, qui a été très privilégié dans la vie, non pas parce que j'ai eu une vie facile, parce que plusieurs savent, hein, je suis devenue maman très jeune, donc ça a été un défi. J'ai accouché à 19 ans, j'ai été mère monoparentale. À cette époque-là, j'ai commencé l'université, donc mon parcours a été rocailleux, mais privilégié parce que j'ai eu une mère qui a compris l'importance de donner toutes les opportunités à ses enfants. En venant ici au Canada, on est arrivé en 1988, je suis née à Kinshasa, donc avec ma grande sœur. Et puis, maman avait une vision. Elle avait compris ce que c'était le Canada, qu'il y avait une multitude de ressources auxquelles nous avions accès. Et elle en a pris part pour elle-même se développer, pour pouvoir, à notre tour, bénéficier de ces opportunités, de ces ressources. Donc, je me considère très, très privilégiée. J'ai eu une très, très bonne éducation. J'ai fait HEC Montréal en administration des affaires. J'ai commencé la criminologie à l'UDM, l'Université de Montréal. Et j'ai eu une très bonne éducation dans ma famille également. J'ai eu de très bonnes... on m'a inculqué de très, très bonnes valeurs. Donc, j'ai été très bien entourée tout au long de ma vie. J'ai des amis incroyables. Même le fait seulement de me lancer en politique, c'était un peu inimaginable. Il y avait pas sur la sphère politique municipale, du moins, il n'y avait pas de référence de personnes qui me ressemblaient. Puis, on m'a donné cette opportunité-là, cette chance par notre mairesse Catherine Fournier de me présenter avec son équipe parce que faut savoir que c'est moi qui est allée chercher cette place-là. C'est moi qui a cogné à la porte de Catherine Fournier, mais je me sens très privilégiée d'être où je suis aujourd'hui grâce à une multitude d'actions, une multitude de gens qui m'entourent. En tout cas. OK, donc c'est vraiment très intéressant ce parcours que vous êtes en train de nous présenter. Donc, vous êtes allé cogner à la porte, comme vous dites, mais est-ce que c'est parce que vous aviez le profil? Et c'est là m'emmène à ma prochaine question. Est-ce qu'il y a un profil particulier pour les personnes qui aimeraient se lancer en politique, notamment pour des femmes qui voudraient se lancer en politique? Par où commencer? Est-ce que il faut aller prendre des cours? Est-ce que c'est une vocation? Qu'est-ce que ça a été pour vous et puis comment est-ce que vous pourrez conseiller les femmes et les personnes en général? Il faut de l'engagement. C'est ça le profil. C'est pas nécessaire d'avoir fait un bac en sciences politiques, contrairement peut-être à ce que les gens croient. Moi, j'ai pas d'études en sciences politiques et pour ma part, du moins, mon implication a commencé au travers de l'éducation. Donc, j'ai un garçon qui est au secondaire et puis je me suis impliquée à son école. Et puis, à l'époque où on parlait de l'éducation sexuelle qui rentrait dans nos écoles, donc je voulais en savoir plus et je me disais, je vais aller à la source, donc je vais m'impliquer. Et j'ai été élue pour siéger sur le conseil d'établissement. Ensuite, on m'a élue une deuxième fois pour représenter son école à la commission scolaire qu'on appelait à l'époque. Et ça, c'est en 2018.
Et rendu à la commission scolaire, il y avait des élections et puis il y avait entre autres des élections pour devenir commissaire scolaire. Et je me suis présentée une fois de plus. J'ai fait une petite allocution devant une centaine de parents et puis ils m'ont élue. Et la fonction de commissaire scolaire, c'est une fonction politique et c'est là que mon expérience politique s'est entamée. Et je ne connaissais rien, je ne savais absolument pas ce que je faisais, mais je savais que je voulais m'impliquer. J'avais soif d'apprendre. Alors, j'ai fait comme je fais habituellement quand je rentre dans une nouvelle sphère. Je me suis collée à quelqu'un qui avait l'expérience, qui était là depuis un certain moment, qui avait la connaissance du fonctionnement. Et j'ai posé 1001 questions à tous les jours. Mais cette personne a accepté d'être cette figure pour moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris et j'ai réalisé que j'avais vraiment la piqûre, que j'aimais représenter les gens, que j'aimais siéger, que j'aimais être au milieu des discussions et des réflexions. Donc, malheureusement, en 2020, ma fonction terminait parce que c'était des mandats de 2 ans, mais également le ministre à l'époque de l'Éducation a aboli la fonction de commissaire scolaire, du moins chez les francophones. Alors, du jour au lendemain, avant même que mon mandat termine, du jour au lendemain, la fonction était abolie. On n'était plus commissaire. Et puis, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais faire? J'étais également gestionnaire pour une bannière américaine qui a fermé. Donc, j'avais eu le mandat, entre autres, de mettre la clé dans la porte. Et là, je me retrouvais absolument devant rien. Donc, j'ai commencé à enseigner de façon indépendante à des jeunes, moins jeunes également, le français, l'anglais. Mais je savais que il y avait quelque chose qui manquait. Puis, entre-temps, en pleine pandémie, j'ai entendu à la télé que Catherine Fournier, qui je connaissais un peu parce que à l'époque, elle était députée provinciale ici à Longueuil et on se croisait dans des événements quand j'étais commissaire scolaire. Et puis, je lui ai envoyé un message. Catherine Fournier, en fait, c'était sorti dans les médias qu'elle pensait peut-être se présenter en politique. Donc, je lui ai envoyé un message sur Facebook et je lui ai partagé mon intérêt. Je lui ai dit, Catherine, je sais que c'est peut-être dernière minute, mais si tu avais une place dans ton équipe, je serais très intéressée. Donc, elle m'a proposé de faire un Zoom, on a parlé. J'ai étudié Catherine toute une nuit. Ce qu'elle a passé à l'Assemblée nationale, sa posture, ses idéaux, qui elle est, son implication. Et puis, on a eu un coup de cœur mutuel quand on a fait ce Zoom. Et puis, une semaine et demie plus tard, je pense, et ça, c'était en avril 2021, elle m'a dit, Reine, si ça te dit, on fait la campagne électorale ensemble. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, quand elle a vu mon profil, ça montrait déjà que j'avais un engagement. Okay. Je m'étais engagée beaucoup dans le milieu scolaire. Et puis voilà, je pense que mon profil aussi, parce que Catherine a toujours dit que c'était important d'avoir de la diversité alentour de la table, mais pas seulement en termes de couleur. Le bagage professionnel, l'expérience personnelle, l'âge, la provenance, parce que ça permet d'avoir des discussions plus riches et ça permet de voir des angles différents selon les profils de chacun. Donc, et ça n'existait pas, ça, à Longueuil. Ça n'existait pas et je pense que Catherine voulait justement ouvrir les valves et permettre une plus grande inclusion. Parfait. Donc, vous avez été sollicité, enfin, entré en contact avec Madame Fournier, qui, selon votre profil, elle vous a accueilli parce que vous répondez aux besoins de la municipalité. Vraiment, je peux dire ça comme ça, à ce moment-là. Mais une fois que vous êtes arrivé, je ne voudrais pas parler plus de la campagne, mais peut-être vous pouvez aussi nous en parler. Quelles ont été les barrières, entre guillemets, s'il y en a eu, peut-être qu'il n'y en a pas eu, est-ce que tout était, parce que quand on vous entend parler, on dirait que tout était beau, mais on se dit que c'est pas toujours évident. Quels ont été les obstacles, les défis que vous avez rencontrés pour arriver où vous êtes aujourd'hui? Au moment, en fait, si je me dis déjà à partir du moment où vous avez senti ça, que c'est ça que vous vouliez faire. Ouais.
il y a eu deux grandes barrières. Moi, lors de la campagne électorale, j'avais pris la décision d'emménager chez ma tante parce que son oncle était malade et je suis devenue proche aidante. Et donc, je n'avais aucune idée de l'engagement que nécessitait une campagne électorale parce que pour moi, la priorité était d'être proche aidante. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était extrêmement prenant, une campagne électorale. Ça prenait beaucoup, beaucoup d'engagement et j'avais demandé à ma sœur de devenir ma directrice de campagne. Une chance parce qu'elle a fait un travail impeccable. Et puis, elle a pu prendre un peu sur ses épaules des choses que moi, qui me permettaient de m'alléger, par exemple. On a marché énormément. À tous les jours, il fallait passer la porte et faire, je vous dirais probablement 8 heures de marche à tous les jours, cogner à toutes les portes. Il fallait connaître ses dossiers, bien sûr, parce que les gens pouvaient te challenger. Il fallait s'assurer que même si tu étais fatigué, il fallait pas le montrer parce que c'est pas l'impression que tu veux donner à quelqu'un qui ouvre la porte. Exact. Mais je me rappelle que quand je suis arrivée à la fin de la campagne électorale, je boitais. Oui, j'avais une cheville qui en pouvait plus, puis j'étais brûlée, essoufflée. Ma santé mentale en a pris un coup également parce que ce que je vivais à la maison, plus les efforts physiques que je devais faire quotidiennement et les efforts mentaux. Et je vous avoue que ça a été un des plus grands défis de ma vie. Au point où j'ai dû me reculer un peu quand j'ai gagné les élections parce que, entre autres, j'ai eu énormément d'amour de notre communauté, ici à Montréal, mais à l'extérieur même du pays, des Longueuillois, des gens de ma famille, proches, éloignés à l'extérieur, et ça a été énorme. Et ça, je vous avoue que ça a ajouté aussi sur ma santé mentale, et j'ai dû, parce que fallait répondre à tous ces gens-là, et moi, je me disais toujours, je dois répondre hier. J'ai eu un message, je dois répondre hier. Donc, mais à un moment donné, ça devenait plus grand que moi. Donc, à un moment donné, j'ai fait une pause, je me suis rééquilibrée. Et puis là, j'ai pu commencer vraiment ma fonction. Donc, ça a été un des plus gros défis. Il faut savoir qu'une campagne électorale, c'est extrêmement demandant. Là, je pense que le gros est fait si j'ai à me représenter ici dans mon district parce que, bon, les gens maintenant me connaissent. Je connais chacune des rues de mon district. Je les ai faites. Et je dirais que la majorité du temps, quand je vois des gens, quand je me promène dans des événements, quand je suis à Longueuil, ils me disent « Oui, je me rappelle de vous, vous êtes venu chez moi. » Et ça me rend très fière parce que ça prouve que j'ai fait le travail. Donc, je n'ai volé cette victoire à personne. Non, effectivement. Et le deuxième défi, je vous dirais, c'est je n'avais pas d'expérience en politique municipale. Donc, il fallait siéger, il fallait travailler tout en apprenant en parallèle. Et ça a été un énorme défi, surtout au début. Je me rappelle le tout premier conseil de ville. On nous a envoyé les documents, il y avait à peu près 1020 pages. Wow. Et je dis, ah oui, OK, il faut lire ça, on a une semaine pour lire ça. Comment? Là, il faut apprendre comment lire, il faut apprendre comment être efficient dans sa façon de faire. Okay. Est-ce qu'il faut mettre des moments de lecture dans son agenda? Une chance que j'ai une adjointe aussi, Karine Nevel, qui est une perle, qui d'ailleurs gère mon agenda, gère les communications, en fait, lorsque je suis sollicitée dans des événements, vous l'avez expérimenté. On l'a eu. Oui, merci avec Karine. À elle. Oui, absolument, c'est une perle incontournable. Et ça a été un énorme défi. Il fallait siéger. Donc, moi, entre autres, je suis co-responsable de la vie communautaire de la condition féminine. Il fallait que j'entre en selle tout de suite, mais sans montrer que tu n'as pas d'expérience. Il fallait que je fasse des entrevues. Puis, je me disais, du jour au lendemain, on s'attend de moi que je sois bonne et pertinente dans mes entrevues, alors que je n'en ai jamais vraiment fait avant.
Et là, je suis allée chercher du support à l'interne. Je dis, OK, il faut qu'on m'aide à structurer mes entrevues, à voir à faire des post-mortem sur mes entrevues. Donc, il y a quelqu'un qui a commencé à me coacher. On regardait des entrevues, puis elle me disait, bon, Reine, il faudrait faire ça, il faudrait moins faire ça, ça. Et ça m'a aidé beaucoup. Mais ça revient à ce que je disais un peu antérieurement, c'est de ne pas se gêner, puis d'aller cogner à la porte quand on a besoin d'aide. Parce que, ou d'être capable de dire c'est trop, de faire une pause pour se rééquilibrer, comme je disais plus tôt. Parfait. Ben justement, parlant de rééquilibrage, ça m'emmène à ma prochaine question. Aujourd'hui, vous avez parlé un peu plus de la campagne, comment est-ce que c'était demandant. Et là, aujourd'hui, je suppose que la tâche est toujours aussi ardue. Comment est-ce que vous faites pour concilier vos responsabilités au conseil municipal avec vos responsabilités familiales? C'est un défi. C'est un grand défi, il faut le savoir. Je mentionnais que je suis, entre autres, responsable de la vie communautaire. On a environ 500 organismes communautaires à la ville de Longueuil. Donc, ils ont des périodes, les organismes communautaires ont des périodes où ils ont des galas. En fin, je dirais là, peut-être, là, ça commence jusqu'à juin, juillet, peut-être. Ensuite, ça va recommencer en septembre à la rentrée. Et ça se passe en soirée. Des fois, je peux être dans des événements 3, 4 fois par soir et ça peut devenir rapidement essoufflant parce que ta journée, tu la commences pas moins tard parce que tu as un événement le soir. Donc, des fois, tu la commences à 7, 8 heures le matin, tu te retrouves à être dans un événement, il est encore 20, 21 heures, 22 heures. Et donc, à un moment donné, je me suis assise avec mon adjointe. Puis je lui ai dit, je pense qu'on peut se limiter à 2, 3 événements par semaine. Et s'il y a des événements que je peux faire sur Zoom, je vais les faire sur Zoom pour pouvoir être à la maison. Et donc, on se fait une statutaire hebdomadairement avec mon adjoint. Donc, le vendredi, on se voit et puis on regarde mon horaire de la semaine prochaine. Et puis, elle me dit, bon, Reine, tu as telle chose, telle invitation, tu as tel comité, tel ci et ça. Je vous donne un exemple. On a eu un cocktail de financement du parti, mais il faut aller chercher des dons. Donc, on avait même financement mis dans mon horaire. Il fallait que j'aille solliciter des gens, que je fasse des appels et tout ça. J'essaie d'être le plus structuré possible pour être la plus présente possible. Et donc, je travaille en concert avec Karine et Karine connaît ma réalité. Donc, elle le sait. Parfois, j'essaie, mais mon garçon est grand. Hein. Il a 16 ans, donc parfois, j'essaie de l'amener avec moi dans certains événements, mais il est arrivé à l'âge où il refuse de suivre. Donc, il dit non, maman. Pardon? Ou il dit non, maman, c'est correct. Non, exact. Non, maman, non, ça va. Des fois, c'est des fêtes de vie de quartier, puis c'est juste à côté, on peut marcher pour y aller, viens avec moi. Non, à 16 ans, ça l'intéresse plus, donc j'essaie de m'ajuster aussi un peu à sa réalité à lui. Puis voilà. Mais c'est pas simple parce que le rôle d'élu, ça n'a jamais été 9 à 5. C'est impossible. Je travaille beaucoup le week-end. En tant que présidente du conseil de la ville, j'ai aussi le devoir de représenter la ville de Longueuil dans certains événements, surtout à l'extérieur de Longueuil. Donc, j'ai beaucoup d'invitations dans ce sens-là. Et ça se passe souvent le vendredi soir, samedi, dimanche. Donc, voilà, beaucoup d'organisations, disons. OK. Ben, au vu de tout ce que vous dites là, pourquoi est-ce que ça serait alors, parce qu'on l'entend un peu partout, les femmes ne sont pas nécessairement représentées en politique. Alors avec ce dont vous nous parlez, c'est pas nécessairement évident, mais pourquoi est-ce que ça serait important selon vous que les femmes, surtout celles issues de l'immigration, puissent s'impliquer en politique aujourd'hui au Canada? Pour servir. C'est important de prendre sa place. C'est important d'être assise alentour des tables décisionnelles, de faire partie des réflexions, d'apporter sa vision, la vision de son district, de sa communauté. Les gens vont s'impliquer en politique pour différentes raisons. Il y en a qui veulent vraiment pousser un agenda particulier, le changement climatique ou la cause des femmes, justement, peu importe.
moi, une des raisons pour lesquelles je souhaitais m'impliquer au municipal, c'est parce que Longueuil m'a tellement apporté. Quand on est arrivé en 88, on était la famille typique de première génération qui n'avait pas grand-chose. Ma mère a fait ses études ici, donc elle est passée au travers son processus ici, alors que nous, on bénéficiait du service de garde, de l'éducation, des organismes communautaires. Puis, je me suis sentie tellement privilégiée, j'ai senti que Longueuil m'a tellement donné que moi, j'ai senti que c'était à mon tour de redonner. Et c'est comme ça que je le fais. Faut avoir la piqûre, faut le faire par conviction parce que c'est pas toujours facile. On est facilement critiqué. On donne énormément de notre temps. Il faut aimer les gens et moi, j'aime profondément les gens. Je suis vraiment très, très altruiste. Et les meilleurs événements, les meilleures activités, selon moi, c'est quand je suis dans mon district, je suis dans une petite assemblée générale annuelle et puis je partage aux gens du quartier les travaux qu'il va y avoir, tel et tel dossier, ou quand je suis dans des fêtes de vie de quartier dans mon district. Il faut aimer ça, mais c'est important de prendre notre place et de s'assurer d'être au milieu du processus décisionnel. Mais c'est pas nécessairement facile, effectivement. Effectivement, c'est vraiment pas facile. Et comme je le disais tantôt, la question que j'avais posée par rapport à comment est-ce qu'on y arrive, vous qui êtes déjà dans ces postes-là, et comme vous disiez, vous avez bénéficié aussi des conseils des uns et des autres qui étaient déjà à un stade plus avancé que le vôtre, est-ce que vous êtes aussi ouverte à faire du mentorat pour ces jeunes ou moins jeunes qui aimeraient faire de la politique? Est-ce que vous êtes une porte à laquelle on peut aussi frapper? Absolument. Et je le dis toujours, c'est important de tirer avec nous les gens. Ma porte est toujours ouverte et je le dis, je le redis toujours. Bien sûr, j'aspire à être cette personne qui pourra peut-être ouvrir des portes et je le fais régulièrement en fait. Je vais mettre des gens en contact, des gens de la communauté qui ont besoin d'une référence ou d'un service, d'un organisme communautaire, par exemple. Mais moi, on m'a permis d'avoir ça. Et c'était même pas des gens de la communauté qui m'ont tenu la main, qui m'ont permis d'accéder à de la connaissance, à de la formation ou à des postes. Mais oui, bien sûr, si j'ai un message à passer, c'est qu'il faut que collectivement, on s'entraide pour qu'on puisse collectivement monter ensemble. Parfait. Vous êtes originaire de la République démocratique du Congo et vous connaissez un tout petit peu la réalité politique en ce moment en RDC. Alors, au vu de vos expériences, au vu des leçons que vous avez apprises, quel serait le conseil, peut-être pas, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces acteurs politiques en RDC? De quoi est-ce qu'ils peuvent bénéficier par rapport à ce que vous avez connu ici au Canada, selon votre expérience, bien entendu? Est-ce que les acteurs au Congo peuvent bénéficier de De l'expérience politique que l'on a ici au Canada. C'est vrai que ce sont des structures politiques de régimes totalement peut-être différents et tout, mais un jeune qui aimerait se lancer en politique et une personne qui voudrait faire changer les choses, etc., qu'est-ce que vous lui direz? d'oser? Mhm. D'oser parce que chacune et chacun a sa place. Il faut la prendre. Et souvent, on se limite parce qu'on se dit c'est trop gros. Mhm. Les mots MAUX sont trop grands. La culture est défaillante depuis, ou la culture de l'organisation, la culture de ce qui a été fait depuis des années est trop difficile à changer, c'est impossible. Moi, je refuse de réfléchir dans ce sens-là. Mhm. Je vous donne un exemple. Quand on est arrivé ici, notre organisation à la mairie, on a gagné presque tous les sièges. On a gagné tous les sièges sauf un. Et
on a changé complètement la façon de faire. Avant, il y avait des querelles. Donc, et c'est vraiment la culture ici, dans le conseil de ville, les dossiers n'avançaient peut-être pas aussi bien que ça devait avancer parce que, bon, l'opposition ne s'entendait pas. Et nous, quand on est arrivé, on a dit non, nous, ça va être la proximité, la collaboration. Et ça a fait partie de ma première allocution en tant que présidente du conseil. J'ai tenu à passer ce message fort et la culture a complètement changé. Ce n'est pas facile. Il y a toujours des gens qui sont réticents au changement, mais je pense que ce n'est pas parce que les choses se font d'une certaine façon depuis X temps qu'on doit abandonner et dire c'est la façon dont ça fonctionnera toujours. Moi, je refuse de croire à ça. Peut-être un peu avec naïveté, peut-être, mais osons. Voilà. Et je pense qu'il y a de plus en plus une diaspora qui s'élève et qui sont de plus en plus mobilisés en ce moment et qui ont de plus en plus intérêt à retourner au pays ou à s'impliquer, que ce soit ici ou en retournant justement pour faire une différence. Et j'en rencontre beaucoup, non seulement au Congo, mais l'Afrique en général. Je rencontre beaucoup de jeunes d'ailleurs, de jeunes de la diaspora qui ont ce discours-là, qui disent non, moi, peut-être naïvement, mais je veux changer le monde. Je veux faire une différence. Puis on commence à y croire lentement, mais je pense qu'il ne faut pas cesser d'y croire. D'accord. Mais là, vous êtes présidente du conseil de la ville de Longueuil. À quoi aspirez-vous après ça? Quelles sont vos aspirations? Quels sont vos rêves? Ah, c'est une excellente question. On me pose régulièrement la question et on me demande toujours si je vais aller aux autres paliers politiques. Ce à quoi je réponds que j'ai tellement de travail à faire ici pour l'instant, non seulement en tant que présidente, mais en tant que conseillère municipale dans mon district, dans mes dossiers, que je n'ai pas de réponse à vous donner en ce moment, mis à part de m'impliquer à 100% dans ma fonction en ce moment. Puis ensuite, on verra, mais j'ai tellement confiance en la vie. J'ai une très, très grande foi et je sais que quand c'est ton temps, tu vas avoir des signes, tu vas avoir des opportunités, tu vas avoir des propositions, des offres. Je suis convaincue que ça va être... si à un moment donné, c'est mon temps de bouger, la vie va me le montrer. Et, je vais au gré de la vie un peu. Là, j'ai peut-être un chemin dans ma tête, mais après... disons juste que pour l'instant, je suis ici à 100%. Et quand ce sera le temps de bouger, je suis convaincue, je sais que j'aurai la conviction, en fait, que ce sera mon temps. Parfait. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire que vous n'avez pas encore dit aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Merci pour l'intérêt. La communauté souvent m'invite dans les événements. J'ai senti tout au long de la campagne électorale qu'ils ont été très, très présents. Ça va me faire plaisir d'être avec la communauté le 30 juin prochain, alors que nous célébrerons la journée de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et puis, continuons à être unis, à être présents, à se mobiliser, à aussi, surtout, refléter l'excellence. C'est comme ça qu'on va, dans différentes sphères, aller chercher de la crédibilité. Et j'ai hâte à ce jour où ce ne sera plus nous qui cognerons aux portes du politique gouvernement provincial, fédéral pour avoir du financement, mais eux viendront nous voir parce qu'on sera assez crédible, assez mobilisé, qu'on sera important et qu'ils viendront nous dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour votre communauté, pour votre organisation? Mais pour ça, il y a du travail à faire. Il faut qu'on se mobilise et qu'on reflète l'excellence, tout simplement.
Merci beaucoup, Madame Reine Bombo Alara. Merci, c'était vraiment un plaisir de vous écouter et de vous entendre et de partager avec nous toutes ces informations, toute votre expérience. Nous espérons qu'on aura l'occasion encore de se rencontrer très prochainement ou peut-être pour d'autres sujets. Merci pour votre temps. Avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir reçu. Bonne Merci. fin de journée.